Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée politique sur France 3 Normandie à l'occasion bien sûr des élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Alors vous le savez, chaque mercredi soir, notre antenne a donné la parole aux candidats. La Normandie compte 28 circonscriptions et ce soir, nous allons prendre la direction de la Seine-Maritime et plus précisément de la Pointe-de-Caux, Fécamp, Bolbec avec 4 candidats invités en plateau. Bonsoir à tous et merci d'être venus. On va commencer ce tour de table avec vous, Stéphanie Kerbar. Vous êtes la députée sortante. Vous avez été élue en 2017 sous la bannière La République En Marche, exclue du parti lors des dernières régionales. Vous vous représentez pour le Parti radical. Alors, face à vous, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, bonsoir. Vous êtes maire de Fécamp, présidente de son agglomération, vice-présidente à la région, membre d'Horizon, proche d'Édouard Philippe. Vous représentez la majorité présidentielle. Merci beaucoup. À vos côtés, Stéphanie Foigny. Vous êtes membre donc de la France Insoumise, bien sûr, depuis 2016, et vous représentez l'ANUP, l'Union populaire, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci beaucoup. Et enfin, le seul homme sur ce plateau, c'est vous, Monsieur Le Breton. Bonsoir. Alors, vous êtes le suppléant du candidat Nicolas Goury, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des raisons professionnelles. Vous le remplacez et je précise également que vous êtes député européen. Tout à fait. Alors sachez tous que pour l'équité du temps de parole, vous entendrez également tout au long de cette soirée d'autres candidats qui se présentent. Et la liste d'ailleurs officielle s'affiche tout de suite sur votre écran. Vous voyez, 12 candidats sont en lice pour la 9e circonscription. Alors avant de vous donner tous la parole et de débattre, regardons de plus près les spécificités, les enjeux de votre circonscription avec quelques chiffres détaillés par Sylvie Callier. La 9e circonscription de Seine-Maritime est la seule qui s'étend du littoral du Pays des Hautes-Falaises jusqu'aux boucles de la Seine. Alors dans cette circonscription, il y a bien sûr Fécamp, on voit ici ce beau panorama, et puis à l'intérieur des terres, il y a la ville de Bolbec. On peut aussi citer dans cette circonscription les villes de Saint-Romain de Colbosc ou Fauvillancourt. Alors la population, elle est stable, elle est de 126 592 habitants, dernier chiffre de l'INSEE. Alors les catégories socioprofessionnelles les plus représentées, ce sont les employés et les ouvriers, 57%. Il y a 8% de cadres et professions intellectuelles. Alors ces habitants, ces actifs, pour se déplacer, ils sont très très nombreux à devoir prendre leur voiture, 85%, tout simplement parce que 76% des actifs de la circonscription n'habitent pas dans la ville où ils travaillent. Alors comment votent les électeurs ? Voici le résultat des dernières élections législatives en 2017, le second tour. Stéphanie Kerbar avait été élue députée avec à l'époque l'étiquette La République En Marche, 62,9%, face à une candidate du Front National. Et puis à la dernière élection présidentielle, le second tour également, vous le voyez, Marine Le Pen avait réuni 52,1% des suffrages et Emmanuel Macron 47,9%. Alors, on vient de le voir dans cette 9e circonscription. C'est Marine Le Pen qui arrive en tête au second tour des présidentielles. Est-ce que ça veut dire, Gilles Le Breton, que vous êtes en position de force pour ces législatives ? Oui, ça veut dire que clairement, nous avons une chance de gagner cette élection législative. On va s'y attacher. Et pour cela, nous allons rappeler tout le mal qu'a fait Emmanuel Macron à ce pays, puisque nous allons attaquer prioritairement, bien sûr, le parti présidentiel, qui est à nos yeux notre principal adversaire. Et donc, on va rappeler notamment sa politique de casse sociale qu'il voudrait poursuivre en mettant la retraite à 65 ans. Et je sais que les habitants de ma circonscription y sont majoritairement très opposés, donc ça je le mettrai en avant. On va aussi mettre en avant son piètre bilan en matière de sécurité. Ça a encore été constaté récemment au Stade de France, hélas. Et donc il faut absolument changer cette politique, en construisant davantage de places de prison, en établissant des peines planchées par exemple. Et puis enfin, bien sûr, je rappellerai son rôle en matière d'immigration. Il faut mettre fin à cette submersion migratoire et je tiens à dire que là, il faut faire très attention parce que dès sa réélection, le directeur de l'agence Frontex, qui faisait ce qu'il pouvait pour refouler des migrants, a été limogé. On en reparlera peut-être. À vos côtés, justement, Stéphanie Kerbar, vous avez soutenu Emmanuel Macron durant cette campagne. Pourtant, vous n'êtes plus la candidate et vous n'êtes pas la candidate de la majorité officielle. Vous le regrettez ?
Écoutez, des choix ont été faits et il faut s'y plier, les accepter. Lorsque La République En Marche, en 2017, m'avait investie comme candidate officiellement, j'étais déjà membre du Parti radical. J'ai continué à l'être durant ce mandat. Et aujourd'hui, voilà, je suis candidate en tant que radicale et l'étiquette Alliance centriste. Et alors, dans cette circonscription, 3 candidats soutiennent l'action du président. Une seule est investie officiellement, c'est vous, Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Pourtant, vous avez fait la campagne de Valérie Pécresse au premier tour. Certains militants ne considèrent pas votre investiture comme légitime. Victor Fournier, justement, se présente contre vous. Il fait partie de votre équipe municipale. Justement, il a un message à passer. On va l'écouter. Vous réagirez juste après. Elle n'a jamais été macroniste, elle a siégé au bureau politique des Républicains pendant 5 ans et de par sa proximité avec Édouard Philippe, elle récupère cette investiture et c'est une trahison pour ses valeurs, pour ses amis, pour ses électeurs. C'est d'ailleurs un choix qui est très mal compris par la population locale. Et donc nous, on a décidé avec les militants, les élus qui aujourd'hui m'entourent dans cette campagne et avec qui j'ai travaillé pendant la campagne présidentielle, eh bien de proposer une alternative de sincérité et d'honnêteté. Alors, je ne l'ai pas signalé, mais Victor Fournier se présente sous l'étiquette UCE, Union des centristes et des écologistes. Ces mots sont durs, trahison. Est-ce que vous vous sentez légitime pour porter la voix de la majorité présidentielle ? Très, très, très dur, c'est d'entendre, quand on se revendique du président de la République, de remettre en question la parole du président de la République. C'est-à-dire que le soir du premier tour et au lendemain du deuxième tour des présidentielles, le président a demandé un rassemblement. Donc je m'étonne que quand on soutient depuis le départ un candidat, que quand ça ne nous arrange pas, on ne respecte pas les règles. Donc ça, c'est en effet mon analyse. Ce qui a été dit au début du propos est vrai. Je reste une femme de droite et du centre. Mes valeurs n'ont absolument pas changé. Et en effet, j'ai entendu la main tendue du président de la République. Vous l'avez rappelé, je suis une proche d'Édouard Philippe et je siège au bureau politique d'Horizon. Et donc, en effet, dans les négociations, le président a souhaité qu'il puisse y avoir différentes sensibilités. J'appartiens à celle-ci. Et vous êtes passé d'ailleurs des Républicains à Horizon aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a également... Je suis passée par la case plus rien. Divers droite. En 2018, j'ai quitté les Républicains. Et en effet, parce que je considérais que l'opposition systématique n'était pas bonne. C'est aussi comme ça que je gère la mairie de Fécamp. C'est-à-dire qu'à la mairie de Fécamp, et du reste ça se voit, j'ai des sensibilités différentes au sein de mon conseil municipal. Et c'est comme ça que nous avançons au plus près de nos concitoyens. Et d'ailleurs, face à vous, il y a également un candidat des Républicains, soutenu également par le président de région, Hervé Morin, que vous connaissez bien, vous êtes sa vice-présidente. Oui. C'est un deuxième coup dur. Ah ben c'est normal. Vous savez, depuis que les financements des partis politiques se font en fonction du nombre de voix que vous faites quand vous présentez des candidats, ça paraît logique. C'est plutôt dur peut-être pour le président d'avoir... constater qu'en effet, j'avais accepté cette investiture. Alors peut-être que pour éviter ces querelles en interne politiciennes, la gauche a choisi de passer des accords, accords de parti. Mais est-ce que ces accords, ça passe aussi auprès des électeurs que vous croisez lors de la campagne ? Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis une militante de terrain à la base, donc j'ai fait beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de tractages. Je suis allée sur les marchés, j'ai rencontré les gens. On a invité les gens à venir nous voir aussi dans nos groupes d'action. Et les gens disent enfin, vous vous décidez tous à vous unir pour nous offrir un monde meilleur. Mais alors, est-ce que ça peut les pousser à aller voter ? Parce que je le rappelle quand même que l'abstention en 2017 sur votre circonscription était de près de 55%. Que faut-il faire justement, Gilles Le Breton, pour donner envie aux gens d'aller voter ? Eh bien, il faut leur expliquer que l'enjeu des élections législatives est très important. C'est en quelque sorte le troisième tour des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'à proprement parler, rien n'est encore perdu. Certes, Emmanuel Macron est réélu, moi je le déplore, bien entendu, mais si nous arrivons à avoir un puissant groupe à l'Assemblée nationale, nous serons en mesure, nous, au Rassemblement national, de le faire reculer sur un certain nombre de sujets,
de faire pression sur sa politique. Alors bien sûr, il n'y aura pas que nous, il y aura d'autres groupes d'opposition très certainement. Mais je pense que si nous arrivons à unir nos efforts, on pourra le faire reculer sur certains sujets. Et je pense notamment à l'exemple de la retraite à 65 ans. Puisque ça, véritablement, je crois qu'il y a une très vaste opposition qui pourrait se retrouver sur un thème comme celui-là. Donc il est très très important que les gens se déplacent. Il faut qu'ils comprennent que rien n'est perdu, que plus on aura de députés à l'Assemblée nationale, plus nous pourrons nous opposer aux mesures du président Macron. Un troisième tour pour mettre peut-être Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, c'est ça, Stéphanie Foigny ? C'est ce que nous voulons, oui, tout à fait. Nous avons des candidats partout en France et nous appelons les électeurs à voter pour le plus de candidats possible pour pouvoir faire barrage à la politique d'Emmanuel Macron, qui ravage la France depuis 5 années. Et je pense surtout qu'il faut arrêter de leur mentir, de leur faire de fausses promesses ou même des petits arrangements politiques, etc. Il faut être sincère, authentique, sur le terrain, à leur écoute et jamais dans le jugement. C'est ce que vous avez été justement J'ai tenté de l'être, effectivement. Après ces 5 années de Et aujourd'hui, c'est mandat. comme ça que je mène campagne. Alors justement, si vous êtes élu, vous devrez représenter ce territoire dans sa diversité. La 9e circonscription, c'est d'abord une façade maritime avec Fécamp, on l'a vu, un secteur touristique donc dynamique, mais aussi des zones rurales, un peu d'industrie. Et surtout, vous devrez tous porter la parole des citoyens à l'hémicycle. Alors justement, quelles sont les préoccupations quotidiennes des habitants de cette circonscription ? Vous allez le voir, le prix de l'essence est dans toutes les têtes. On les écoute. Je sais que je suis à 100, 150 € par mois à peu près d'essence. Donc c'est pas évident vraiment. Les retraites augmentent très peu, donc pas du tout. Et là, c'est vraiment une part importante dans le budget. C'est pas un luxe. La voiture, justement, on en a besoin. L'aide mensuelle, où c'est tout à fait aléatoire, il faut augmenter les retraites, augmenter les salaires, mais des aides comme ça, non, ça sert à rien, c'est la roupie de Sansonnet. Je crois qu'on va déménager et on va habiter plus près de nos lieux de travail. C'est la seule solution qu'on a trouvée. On devrait peut-être avoir une TVA plus flexible en fonction des augmentations de prix. On va privilégier la marche à pied, tant pis. Alors on vient de l'entendre, à la campagne, la voiture est souvent incontournable, essentielle. Les familles ont parfois même 2 véhicules. Ça pèse bien entendu dans le budget des ménages et le pouvoir d'achat est la préoccupation majeure de ces élections législatives. Est-ce que la remise carburant de 18 centimes d'euros est suffisante, Marie-Agnès Poussier-Winsbach ? Non, je ne crois pas. Je pense que les interlocuteurs, les passants que vous avez interrogés l'ont clairement dit. L'indexation des retraites sur l'inflation, c'est une première mesure qui devra être votée. La retraite à 1 100 € minimum, c'est également ce qui devrait être voté dès cet été. Donc on voit bien que l'on doit s'intéresser au regard des événements et au regard de la perte du pouvoir d'achat liée à l'inflation, trouver des solutions pour nos concitoyens. On doit aussi, parce que là aussi on est sur des mesures concrètes, aider les collectivités, parce que être élu en ville et proposer à ses concitoyens un transport public quasi gratuit, ou être maire de Fécamp ou maire de Bolbec et avoir à gérer au sein de ces intercommunalités le transport, évidemment nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc je crois que l'État doit demain donner les moyens aux collectivités, aux EPCI qui gèrent la compétence transport, les moyens de créer des transports publics dont nous savons que pour l'environnement, ils sont aussi évidemment une priorité. Et sur cette thématique, je vous propose tout de suite d'écouter également un autre candidat, les propositions d'un autre candidat, Victor Ballier, pour les Républicains. Voici ce qu'il propose. Tout le monde en est conscient, tout le monde en souffre. Mais il va falloir trouver des vraies mesures et peut-être travailler sur tout ce qui est les taxes, puisqu'on est le pays le plus taxé. C'est peut-être le moment que le gouvernement mette en place quelques mesures pour réduire les taxes et puis permettre aux Français de bénéficier de tarifs qui sont à la hauteur de leurs moyens. Réduire les taxes, c'est la solution, Stéphanie Foigny ? Réduire les taxes et bloquer les prix.
C'est ce que nous proposons dans le programme de la Nouvelle Union Populaire, parce que nous pensons que c'est indispensable. Vu le prix de la vie, là, les gens ne pourront pas s'en sortir avec juste 18 centimes en moins sur le prix du carburant. Comme vous l'avez rappelé, nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de ruralité, et donc les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour le moment. Il faut les aider du mieux qu'on peut. Donc bloquer les prix des produits de première nécessité, en particulier de l'énergie et puis de la nourriture, bien sûr. Et tout cela n'est pas suffisant. J'étais ce matin à la gare de Bréauté-Beuzeville à 5h du matin. On voit que certaines personnes ont des salaires de 1200, 1400 euros pour des temps pleins avec une charge de transport de train de 200 euros mensuels. Donc voyez-vous, le transport en commun n'est pas non plus l'unique solution. Il faut également travailler sur ces tarifs également d'abonnement, d'aide, etc. Et la revalorisation des salaires également, c'était une... C'est pour ça que nous proposons le SMIC à 1500 euros net. Vous êtes d'accord avec ça, Marie-Agnès Poussier-Winsbach ? Oui, moi, par exemple, sur le blocage des prix, je m'interroge toujours. C'est vrai que ça fait plaisir quand on le dit, mais concrètement, quand vous êtes un fournisseur, vous faites comment ? Il va falloir que derrière, on assiste à la fermeture d'un grand nombre d'entreprises, si c'est le cas. Donc moi, je ne peux pas me résoudre la facilité de certaines mesures qui sont annoncées. Il n'y a qu'à, on l'entend beaucoup quand on est un élu de terrain, il n'y a qu'à Faucon. C'est facile à faire. Concrètement, quand vous avez votre budget à gérer et que vous savez quelles peuvent être les conséquences derrière, je suis plus dubitative sur le blocage des prix, et notamment les conséquences que ça pourrait avoir sur le tissu économique. Si vous êtes élu, député, qu'est-ce que vous proposez ? Je propose une attention beaucoup plus particulière, notamment aux élus locaux qui savent trouver des solutions. On y reviendra sans doute tout à l'heure parce que sur la santé, j'ai prouvé qu'on pouvait faire quand on voulait. Moi, je crois que le droit à l'expérimentation, il est extrêmement important. On va créer une application de covoiturage. Ça y est, c'est lancé au sein de notre agglomération. Eh bien, c'est un moyen d'aider nos concitoyens concrètement et peut-être aussi pour eux d'échanger. On voit que le lien social est aussi un sujet qui est inquiétant parce qu'il se dissout. Et donc, c'est peut-être parfois une solution. Vous avez des voisins qui habitent au même endroit et qui ne le savent pas, qui travaillent quasiment également sur la même zone industrielle. Donc, on doit aussi faire confiance à l'intelligence humaine. Et puis, si je suis élue, eh bien, je voterai le projet d'augmentation du pouvoir d'achat qui doit être présenté comme la première mesure à l'été. Et justement, est-ce que vous la voterez, cette loi, Gilles Le Breton, si vous êtes élu député ? Alors, Pardon, est-ce que vous pratiquera. Déjà, M. Le Breton ne pourra pas être élu député. Oui, vous êtes, c'est vrai, suppléant de Nicolas Goury. Mais si Nicolas Goury est élu député, il ne manquera pas de voter en faveur des mesures qui augmenteront le pouvoir d'achat des Français. Nous pratiquerons tous au Rassemblement national une opposition constructive. Pour nous, ce qui compte, c'est l'intérêt des Français. Mais je rappelle que nous avons des mesures que nous essaierons de mettre en avant. Et si nous sommes suffisamment puissants, pourquoi pas, nous y réussirons. Eh bien, c'est baisser le prix de la TVA sur l'énergie, sur l'électricité, sur les carburants, en la ramenant de 20% à 5,5%. Et ça, ce serait une mesure concrète qui a été plébiscitée d'ailleurs par les Français lors des présidentielles. Et si on arrivait à la mettre en œuvre, là, ce serait vraiment un gain de pouvoir d'achat très concrètement constatable. Immédiatement constatable. Et ça n'est pas tout. Il y a aussi le reste des produits dont les Français ont besoin. Nous proposons une TVA à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, comme le riz, les pâtes, l'huile, des choses comme ça. Et là, ce serait aussi une façon drastique de baisser d'emblée le coût de ces produits. Et là aussi, ce serait immédiatement constatable par les Français. Donc nous, on ne fait pas des promesses en l'air en promettant des meilleurs lendemains. On propose des mesures très concrètes dont chacun peut comprendre en quoi elles consisteront. Et puis nous sommes là pour parler du pouvoir d'achat et moi ce que j'entends là c'est on parle des collectivités, les représentants des collectivités, des élus, eh bien ce sont les sénateurs, nous sommes là pour représenter la population, nous devons entendre cette population et par exemple dans le cadre du projet de loi du pouvoir d'achat, eh bien il va y avoir aussi certains points très concrets à regarder. Par exemple aujourd'hui quand vous avez un bébé qui est allergique et qui doit avoir un lait spécial, la boîte de 400 grammes coûte 21 €, d'accord ? Donc pourquoi ne pas réfléchir par exemple pour une
prise en charge partielle par une mutuelle. Donc voilà, c'est vraiment des choses aussi concrètes, parce que on a bien vu dans ce quinquennat, on a voté des lois fabuleuses sur l'économie circulaire, sur la transition écologique, etc. Ce que j'ai pu voir sur le terrain, c'est que jamais ça n'arrivait au kilomètre zéro, au plus près de la population. Donc aujourd'hui, quand on parle de pouvoir d'achat, il faut arrêter des grandes idées idéologiques ou des actions qui, on sait de toute façon, ne bénéficieront pas à la majorité de la population. Et puis, il faut saisir les opportunités, parce que le président Macron a fait une promesse sur l'indexation des retraites, et nous veillerons à l'Assemblée nationale à ce qu'il tienne cette promesse, parce que là, ce serait absolument fondamental pour les retraités. L'augmentation des retraites, c'est justement aussi l'un des points forts du programme de la NUP. De notre programme, effectivement. Puisqu'on constate en France, ici dans la 9e circonscription, mais en France aussi, qu'il y a beaucoup de gens qui ont une petite retraite qui ne leur permet pas de vivre, à peine de survivre. En ruralité, en plus, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc, nous, notre programme, c'est ça. C'est pas une retraite, en tout cas, en dessous de 1 063 €. Et pour une retraite à 60 ans avec 40 annuités, c'est 1 500 €. Voilà. Et pour redonner du pouvoir d'achat, c'est une augmentation des salaires ? Effectivement, c'est une revalorisation des salaires. Et puis, faire l'égalité, enfin, hommes-femmes, au niveau des salaires. Puisque ça, on en parle depuis longtemps. Nous voulons le mettre en place. Mais comment obliger les entreprises à augmenter les salaires ? Est-ce que c'est faisable, Marie-Agnès Poussier-Winsbach ? Je crois que c'est faisable quand on est en capacité de baisser les charges. C'est ce que les chefs d'entreprise nous réclament dès lors qu'on échange avec eux. Ils sont souvent très contrariés quand ils voient ce qu'ils payent réellement, ce que coûte, entre guillemets, un salarié par rapport à ce qu'il reçoit. Et donc, oui, en effet, la baisse des charges est un élément important pour augmenter le pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il y a une redistribution. On doit travailler plus encore que ce n'a été fait sur l'intéressement. L'intéressement, je crois que c'est une vraie bonne mesure. C'était le général de Gaulle qui l'avait mis en place en indiquant qu'il devait y avoir un tiers pour le capital, un tiers pour les salariés, un tiers pour l'investissement, pour prévoir l'avenir. Et bien ça, je crois que c'est vraiment toujours un objectif vers lequel on doit tendre parce que il n'y a pas de patron sans ouvrier, inversement. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie Foigny ? Pour la redistribution, j'ai une autre. Dites-nous, expliquez-nous. Non, pas d'autres montants. Mais je pense que nous, ce que nous proposons aussi, c'est Nous proposons de rétablir 14 tranches d'imposition pour que il y ait effectivement une redistribution à l'ensemble de la population, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient les plus taxés, qui payent le plus d'impôts. Nous aussi, nous proposons le rétablissement de l'ISF. Et puis voilà. Et puis d'autres mesures, bien sûr. Sur les salaires, on est d'accord pour inciter le patronat à pratiquer une hausse des salaires en pratiquant justement la baisse des charges sur les augmentations de salaire. C'est-à-dire qu'on exonérerait de charges sociales toutes les sommes que les patrons accepteraient de verser en plus aux salariés. Je crois que ce serait un moteur très puissant pour les y inciter. Donc vous êtes d'accord avec Marie-Agnès Poussier-Winsbach ? C'est le principe de l'économie sociale et solidaire, des sociétés coopératives, etc. C'est un grand principe en termes de responsabilité sociétale dans le monde économique. Donc vous êtes d'accord aussi avec ça, Stéphanie Oui, Carbar, ça pourrait être une voie qui pourrait être votée à l'unanimité. De temps en temps, on peut être d'accord quand même. Hein. Pour faire avancer ça n'est pas interdit, les choses, c'est important. Pour faire avancer les choses. Alors on parlait du général de Gaulle. Alors on parlait à l'instant. Beaucoup le général de Gaulle. On parlait à l'instant du pouvoir d'achat. Autre préoccupation majeure des Français, c'est la santé. 57% des Français aujourd'hui ont renoncé à consulter un médecin, un professionnel de santé, car celui-ci était trop éloigné de chez eux. Notre région souffre d'un manque de médecins généralistes, spécialistes. Ces déserts médicaux sont un véritable fléau. Que faut-il faire ? Stéphanie Carbar, qu'avez-vous fait sur ce dossier durant ces 5 dernières années ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à rappeler que député, c'est un mandat national et que ce n'est pas un mandat d'élu local et que ces solutions doivent être trouvées avec les professionnels, les médecins, les professionnels de santé et les collectivités. Je peux dire quand même que j'ai une action à mon actif dont je suis très fière. Vous avez ce que l'on appelle
l'Assemblée territoriale de la santé au niveau de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et il y avait des collèges qui étaient vides, et notamment le collège associatif. Eh bien, nous avons sur la circonscription une association qui s'appelle Un médecin pour chacun, qui milite justement contre les déserts médicaux. Et aujourd'hui, cette association siège au sein du conseil territorial de l'ARS. Et ça apporte un service concret aux gens ? Eh bien, disons que ça porte la voix de la population. Aujourd'hui, il n'y a pas dans la loi, il n'y a aucune contrainte pour les médecins de venir s'installer dans une région donnée. Donc, et ça, justement, c'est le choix de la... Est-ce qu'il faut les contraintes ? Ça a été abordé, mais je pense qu'il faut laisser une liberté d'installation. Il faut laisser surtout les professionnels. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les professionnels de santé ne veulent plus travailler seuls. Ils veulent être en équipe, ils veulent être regroupés. Et donc, on a quelques initiatives sur le territoire. Je pense notamment, par exemple, à Bréauté, Goderville, qui ont justement regroupé un projet sur Turtot également. Voilà, il faut laisser la main aux collectivités locales et aux professionnels de santé. Mais aujourd'hui, je suis candidate pour la députation. Mais on peut faire bien sûr des propositions. On l'a vu, vous en parliez, les maisons de santé. On va peut-être le voir bientôt à l'image. On a des images de celle qui a été créée à Cricto-Lesneval et qui fait le plein. Est-ce que c'est la bonne idée à suivre et à reproduire, Stéphanie Foigny ? Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Par contre, je pense qu'il faut accompagner les collectivités dans cette démarche, les professionnels de santé aussi. J'ai moi-même travaillé pour une fédération de maisons de santé. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, nous accompagnons, nous aidions à l'installation avec l'ARS des professionnels de la santé dans les déserts médicaux de la région où j'habitais précédemment. Et on en a parlé dans nos journaux, cette initiative, l'hôpital de Fécamp, qui travaille avec un cabinet libéral à Cagny-Barville pour proposer des consultations gynécologiques, ce partenariat public-privé. Est-ce que c'est judicieux, Marie-Agnès Poussier-Winsbach ? Moi, je l'ai évidemment toujours encouragé. C'est un peu facile de dire que quand on est député, en gros, on n'a pas à s'occuper de certains problèmes du terrain. Quand on est député, on doit être à l'écoute des élus de terrain, ça c'est sûr. En tous les cas, moi, c'est la conception que j'ai du député, et du reste, votre prédécesseur... Et Stéphanie Kerbar l'a été, justement, vous êtes maire de Fécamp, elle a été... Aujourd'hui, c'est plus de 9 millions d'euros qui a été donné pour la circonscription, d'accord ? Pour la santé dans le cadre du plan de redressement. Je l'ai voté, je vous remercie. Très bien, très bien. Moi, je parle de choses très concrètes. 9 millions d'euros, par exemple. Non, mais madame, vous permettez, vous permettez, s'il vous plaît, que j'aille jusqu'au bout. J'ai très bien travaillé avec votre prédécesseur, Estelle Grelier. J'ai jamais eu aucun sujet. Que vous n'avez pas invité lors de l'inauguration de l'IRM de Fécamp, madame la maire. Aucun souci. C'est parce que c'est le maire de Fécamp qui invite pour l'inauguration du l'IRM, madame le député. Ce qui intéresse très bien, voilà. les téléspectateurs. Moi, ce que je veux vous indiquer, c'est que quand on est député, on doit aussi s'intéresser à ce qui se fait localement. Et moi, je me suis émue, je fais des liaisons là où il ne faut pas, je me suis émue que notre initiative locale, on est les seuls en Normandie à avoir un centre intercommunal de santé. Ce n'est pas les maisons de santé qui, là, sont gérées par des médecins privés. Nous avons salarié ces médecins. Et bien que nous ne puissions pas, ce n'est pas un reproche, c'est nous n'avons pas été accompagnés par l'État, et je peux le dire, parce que c'est la réalité, lorsque nous avons voulu le faire. Est-ce que, pour autant, ça coûterait tout de même évidemment beaucoup moins cher de financer les quelques postes que nous avons, par exemple, pour accueillir, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les médecins ne veulent plus ? Ils ne veulent plus être ennuyés par toutes les tâches administratives qui ne font pas pour eux partie de leur métier. Alors, et donc, c'est bien ça. Il faudrait qu'on soit accompagnés. Les médecins, absolument. C'est une solution, Stéphanie Foigny ? Oui, c'est une solution, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous proposez d'autres sur cette problématique des déserts médicaux ? Avec eux, on ne peut pas imposer... ceux qui souhaitent rester en profession libérale le resteront. Ceux qui choisissent... Oui, mais malgré tout, il y a un constat. Il y a des citoyens qui n'ont plus de médecins aujourd'hui. Ça ne fera pas venir des médecins. Aujourd'hui, on l'a vu, il y a des dispositions pour que géographiquement, il y ait des zones qui soient reconnues comme tendues au niveau des déserts médicaux.
Fécamp, C'est l'agglomération, ce que nous a bénéficié de ce dispositif. Est-ce que ça a fait venir des médecins en plus pendant ces 5 ans? Non. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est juste... En plus, Madame le maire critique le gouvernement et aujourd'hui, elle représente... elle est la candidate de ce gouvernement. Donc, je ne sais pas à quel jeu on joue là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que cela se fera avec les professionnels de santé. Par exemple, au Canada, on oblige Est-ce que vous permettez, parce que là, j'ai absolument pas critiqué le gouvernement, j'ai dit qu'il y avait un constat et que nous devions avancer. Si tout était parfait, on n'aurait plus besoin de nous, madame. Je veux dire, on a bien évidemment des choses encore à améliorer. Autrement, bien sûr, justement, comment améliorer les choses, monsieur Le Breton? Autrement, c'est pas la peine qu'on soit là. Nous proposons, en dehors des solutions qui ont déjà été expérimentées, et dont certaines sont bonnes, nous proposons une tarification différente de l'acte médical selon la zone d'exercice. C'est-à-dire qu'il faudrait... inciter les jeunes médecins à venir s'installer dans les zones rurales délaissées en leur promettant que chaque acte qu'ils y prescriraient serait davantage rémunéré qu'ailleurs. Et ça, je peux vous assurer que ce serait un très puissant levier financier pour les faire venir. Alors bien sûr, ça ne suffit pas. En dehors de ça, puisque c'est les médecins des familles, il faut soigner particulièrement la conservation de nos services publics en zone rurale. Cette désertification, elle est due non pas seulement à des considérations financières, mais aussi au fait que les médecins qui ont des familles, préfèrent rejoindre les agglomérations où ils trouvent tous les services publics qui ont disparu chez nous. Donc il faut rétablir nos services publics. Ça me semble très très important. Et donc faire attention aux lignes de bus, faire attention aux lignes de train quand elles existent encore, faire attention aux bureaux de poste qu'il ne faudrait pas supprimer trop à la légère, etc. Voilà des mesures simples qui vont aussi inciter ces familles de médecins à venir s'installer. Un plan de recrutement aussi massif des personnels médicaux, paramédicaux, c'est une solution, Stéphanie Foigny? Bien sûr, nous proposons dans notre programme de recruter des centaines de milliers de professionnels de santé, surtout que le Covid a bien mis en exergue et a bien appuyé sur les déserts médicaux et sur les problèmes que les gens peuvent rencontrer à les soigner. C'est-à-dire que quand on est obligé d'aller soit à Fécamp, soit à Lillebonne ou au Havre, c'est juste intolérable. En plus, on a parlé un peu de la mobilité, on a parlé des prix des produits de première nécessité. Alors on fait quoi? On choisit? Alors je rappelle que nous allons voter également 50 000 infirmiers de plus dans les EHPAD aussi à horizon 2027. Encore faut-il avoir des candidats, parce qu'on l'a vu que c'est les acteurs qui recrutent. Il n'y a personne qui veut travailler. C'est la raison pour laquelle nous proposons nous aussi un plan de revalorisation des infirmiers. Parce que si on ne fait pas cela, parce qu'il y a eu le Ségur de la santé, mais tout le monde sait très bien que ça a été insuffisant, si on ne revalorise pas substantiellement les salaires des infirmiers, on aura beau créer les postes, il n'y aura personne dessus. Et c'est pour ça qu'il y a la grande conférence des parties prenantes qui a été lancée. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a proposé une mission express d'1 mois pour les urgences notamment. Stéphanie Foigny, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Je suis un peu sceptique cette par rapport à ce genre d'exercice qu'avait proposé déjà Emmanuel Macron en matière d'écologie, etc. Finalement, il faut passer à l'action. Exactement, il faut absolument passer à l'action. Oui, mais là, il faut prendre des mesures d'urgence. À un moment donné, le politique doit décider. La concertation, ça va bien un moment, mais au bout du compte, il faut décider. Ça fait déjà 5 ans qu'il est là. Donc, Est-ce que, par exemple, une proposition qui a été faite des assistants médicaux n'est pas aussi une bonne proposition? Les assistants médicaux, c'est quoi? On se rend compte aujourd'hui, encore une fois, que le médecin, il passe beaucoup de temps à prendre ses rendez-vous, à rédiger, à faire des choses qui ne relèvent pas complètement de la médecine. Mettre aux côtés de nos médecins libéraux, pour qu'ils dégagent du temps, du vrai temps, pour examiner les patients, je pense que ça, c'est une bonne proposition qui a été faite. Et enfin, le temps passe vite. Un mot pour définir la priorité de votre mandat rapide, si vous êtes élu le 19 juin prochain. Proximité, pédagogie. Il faut expliquer. C'est bon. À vous, Stéphanie Foigny. Efficacité? Oui, efficacité, mais surtout solidarité
Monsieur Le Breton. Identité de la France, que je défendrai passionnément avec Nicolas Goury. Proximité et territoire. Alors merci à vous tous. Cette soirée politique se poursuit. Nous restons dans le département de la Seine-Maritime, mais nous quittons Fécamp-Bolbec pour Le Havre et sa voisine Gonfreville-Lorcher. C'est la 8e circonscription, un territoire qui nous est présenté ce soir par Karima Saïdi. La 8e circonscription de la Seine-Maritime, elle se trouve tout à l'ouest du département, ici en pointe de Caux, et elle englobe une partie de la ville du Havre, notamment les quartiers qui se trouvent le plus à l'est de la ville. On va regarder les données de l'INSEE. Concernant la population, l'INSEE dénombre un peu plus de 109 000 habitants, un chiffre qui est en léger recul par rapport au recensement précédent, vous le voyez. Puis on va regarder aussi les revenus des habitants de ce territoire. Toujours selon l'INSEE, 29% des habitants de la 8e circonscription vivent sous le seuil de pauvreté. Et puis également, 32,5% de ces habitants ont des revenus modestes. Si on additionne ces deux chiffres, on est à plus de 60% de la population qui a des petits revenus. On va regarder comment votent les habitants de cette circonscription. Déjà, les résultats des législatives de 2017. À l'époque, c'est Jean-Paul Lecoq, candidat du Parti communiste français, qui est arrivé en tête, avec 62,7% des voix. Il est arrivé devant Béatrice Delamotte, candidate de la République En Marche, une candidate issue de la société civile. Et puis on va regarder plus récemment les résultats du second tour de la présidentielle. Là, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête, avec quasiment 56% des voix. Mais le plus intéressant, c'est les résultats du premier tour de la présidentielle. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête avec quasiment 32% des voix. Vous voyez, quasiment 10 points le séparent d'Emmanuel Macron, qui lui n'avait obtenu que 22% des suffrages lors du premier tour. Pour débattre autour de cette 8e circonscription, de ses enjeux à 11 jours maintenant du premier tour des législatives, voici mes 3 invités candidats. Merci à vous. On commence ce tour de table par vous, Jean-Paul Lecoq. Vous êtes le député sortant, vous êtes communiste et vous représentez la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Merci beaucoup. Merci. Face à vous, 2 autres candidates, Isabelle Lecoz, bonsoir, pour le Rassemblement national. Et à vos côtés, Magali Cauchois, vous représentez Lutte ouvrière. Personne sur ce plateau pour représenter la majorité présidentielle, puisque le candidat Wassil Echechena, conseiller municipal au Havre et proche d'Édouard Philippe, nous a prévenu hier de son refus de participer à ce débat. Alors sachez que d'autres candidats interviendront durant cette soirée par souci d'équité. Et sur votre écran s'affiche à l'instant la liste complète des candidats qui se présentent dans la 8e circonscription, Le Havre, Gonfreville, Lorcher. Ils sont 7 au total. Alors pour ouvrir ce débat, je vous propose d'abord d'écouter une habitante du quartier de Cocrioville, un quartier prioritaire qui se situe au Havre dans votre circonscription. Elle a choisi de s'adresser à vous et de vous passer un message. Écoutez, on en reparle juste après. Moi, j'aimerais enfin que les politiques se disent que nous, les habitants, c'est nous qui les mettons à ces places-là. Et quand on leur donne ce pouvoir de travailler pour nous, qu'ils fassent convenablement leur travail. Tant que ça, ils ne le comprendront pas, je pense que nous allons avoir de plus en plus d'abstention et ça ne pourra pas marcher. Quand vous entendez ces mots, Jean-Paul Lecoq, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que vous dites finalement j'ai peut-être un peu échoué aussi dans ma mission, dans mon travail ces 5 dernières années ? Non, je ne me dis pas ça. D'abord parce que les habitants de Cocrioville, je les vois régulièrement, parce que je fais partie des députés qui n'ont pas quitté leur circonscription, tout en siégeant à l'Assemblée nationale, mais qui y revenaient régulièrement et sur le terrain. Mais je crois que... Parce que les gens me l'ont dit autrement pendant la campagne, là. Ils m'ont dit que ce qu'ils attendaient des hommes politiques, c'était de tenir leurs promesses. Et c'était une autre façon de dire qu'ils fassent leur travail. Et je pense que c'est peut-être ça qu'elle voulait dire, cette dame. C'est que ceux qui gouvernent, ceux qui ont le pouvoir, moi j'étais député d'opposition, mais que ceux qui ont acquis le pouvoir, qu'ils tiennent leurs promesses et qu'ils répondent aux attentes des habitants. Et peut-être d'ailleurs ce serait peut-être le meilleur remède pour lutter contre l'abstention.
Alors justement, l'abstention, je rappelle ce chiffre qui en dit long, presque 65% d'abstention au second tour en 2017 aux législatives, c'est énorme. Au niveau national, on n'a pas beaucoup vu Marine Le Pen faire campagne pour ces législatives. Isabelle Lecosse, est-ce que vous avez fait campagne? Est-ce que vous avez tenté de convaincre les électeurs d'aller aux urnes? Oui, bien sûr. De toute façon, c'est les électeurs qui feront élire le député, qui vont contrer donc les lois de M. Macron. Et c'est vrai, comme disait la dame, les électeurs sont déçus parce qu'en fin de compte, on élit un programme aussi, quelque part, et le programme n'est pas tenu ou il est changé en cours de route. Donc il faut effectivement que les personnes qui sont au pouvoir prennent leurs responsabilités et gardent leur programme et surtout suivent leur programme. Magali Cauchois, est-ce que vous comprenez parfois le ras-le-bol des électeurs qui ne croient plus en la politique Oui, je comprends très très bien. Je comprends très bien que depuis toutes ces années, on nous a tellement menti, on nous a tellement fait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Et moi, je pense que justement, là, il faut qu'on passe au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on se dise que les choses, elles ne viendront pas d'en haut, elles ne viendront pas toutes seules, elles ne viendront pas des députés. Elles viendront si nous, la population qui travaille, qui fait tout tourner, qui fait tout marcher, qui fait marcher tout le pays, toute l'économie, si nous, on est capable de réclamer ce dont on a besoin pour vivre. Là, en ce moment, avec l'inflation, ce dont on a besoin pour vivre, c'est en train de devenir le problème numéro 1. Et les choses, elles ne se feront pas toutes seules. Moi, j'ai cessé de croire que les députés allaient faire à notre place. En tout cas, là, vous vous présentez pour ces législatives. Bien sûr. La solution, c'est Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre Oui, c'est quelque chose qui fait drôle aux gens dans la campagne. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'espoir que la nouvelle Union populaire écologique et sociale puisse gagner la majorité à l'Assemblée nationale. Et si jamais il y a une majorité de députés de la NUP, eh bien, Jean-Luc Mélenchon peut être choisi comme Premier ministre par le Président de la République. Et c'est pour ça que c'est important de mener la bataille. Au début, tout le monde disait c'est évident que ça va être une majorité pour Macron. Peut-être que si son candidat n'est pas là, ce n'est pas par hasard. Et puis, plus le temps avance, plus on commence à entendre sur le terrain que, eh ben oui, il y a peut-être encore un espoir. Et c'est rassurant. En tout cas, votre circonscription a voté Jean-Luc Mélenchon. On l'a vu très largement. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est gagné, ces élections? Non, c'est pas gagné du tout. Parce que je pense que le combat, il faut continuer à le mener. Vous avez vu, c'est une circonscription où les gens sont les plus pauvres. Et donc, il faut travailler avec eux. Il faut leur montrer les pistes qui existent pour améliorer leur pouvoir d'achat. On rencontre des gens qui ont des retraites de misère, qui ont travaillé toute leur vie pour des retraites de misère, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Il faut engager les choses. Le programme de la nouvelle Union populaire, c'est ça. C'est de bloquer les prix. Alors on me dit, et j'entendais ce matin, j'étais au congrès des jeunes agriculteurs, on disait, les prix du blé augmentent. Et puis dans la même phrase, il disait, la France est autosuffisante en blé. Et donc, ce n'est pas l'Ukraine. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut prendre des décisions politiques, puisqu'on est indépendant, pour dire, le prix du blé, donc le prix du pain, donc le prix des pâtes, on peut les bloquer. C'est ce qu'on propose dans le programme, pour améliorer justement le pouvoir d'achat. Et on peut décliner sur un tas de produits comme ça. Alors justement, vous parlez de pouvoir d'achat, la transition est toute trouvée. Intéressons-nous justement aux enjeux, aux spécificités de votre circonscription. Vous venez de le dire, 29%, et on l'a vu, des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Cette circonscription, elle comprend 2 bastions communistes. Il y a également des quartiers populaires. Et quand on va à la rencontre de ces citoyens, ils nous parlent d'une chose, c'est le pouvoir d'achat, justement. Jean-Paul Lecoq, je vous propose de les écouter. Et on en parle juste après. Ça devient de plus en plus cher. Nos revenus n'augmentent pas, mais ça devient plus cher. Par exemple, là, tout récemment, les factures d'électricité et de gaz ont flambé. Moi, je suis surtaxé. Je ne vis pas au-delà de moyens existentiels. J'ai un enfant en bas âge, ça devient quand même difficile. Il faudrait penser à faire quelque chose pour même les jeunes. Il y a des jeunes, ils cherchent du travail, mais ils ont du mal à trouver du travail. On leur promet, mais on n'en voit pas la couleur en fait. Quand vous les entendez, Magali Cauchois, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer? Moi, si je suis élue députée, qu'est-ce que je vais faire pour eux? Alors moi, je pense qu'il faut augmenter les salaires. Première chose évidente, il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les pensions de retraite, il faut augmenter les allocations. Les salaires, est-ce que les chefs d'entreprise, les petites, moyennes entreprises... On prend toujours les petits
Hein, on met toujours les petits devant pour cacher les gros derrière. Les grandes entreprises, l'année dernière, ont fait des profits comme elles n'en avaient jamais fait. Donc de l'argent, il y en a. Hein. Et sauf que, encore une fois, je pense que cet argent-là, il faudra qu'on aille le chercher, en effet. Et ça, c'est une question de rapport de force. C'est une question de rapport de force. La force que nous avons, nous, les travailleurs, c'est que ces entreprises, on les fait tourner, on les fait marcher. Sans nous, elles ne tournent pas. Hein, les ouvriers de Renault, les ouvriers de Citroën, ils disaient « sans nous, pas de bagnole ». Eh ben, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on obtiendra des augmentations de salaire. Est-ce qu'il faut un autre quoi qu'il en coûte pour défendre ce pouvoir d'achat? Isabelle Lecosse, si vous êtes élue députée, vous voterez? Nous voterons les lois qui iront dans le bon sens pour le pouvoir d'achat des Français, ça c'est sûr. Après, le quoi qu'il en coûte, effectivement, ça nous a quand même coûté 600 milliards sur les 5 ans d'Emmanuel Macron. Alors, on propose dans le programme de Marine Le Pen des choses qui sont tangibles pour tout le monde, c'est-à-dire la baisse de la TVA pour les produits, le fioul, le gaz, l'électricité et l'essence, de passer de 20% à 5,5%. Et là, c'est un gain de pouvoir d'achat pour toutes les personnes qui ont besoin de se chauffer, ont besoin aussi de se déplacer, car ce n'est pas du luxe, les déplacements et pouvoir se chauffer. Et puis on propose aussi d'augmenter de 10% les salaires, mais sans augmentation de charges patronales, car on sait très bien que les TPE, les PME, les charges patronales sont énormes. Donc faire un coup de pouce dessus. Et puis aussi un panier de 100 produits de première nécessité, alimentaires et de première nécessité. Parce que là, j'ai entendu que 30% de personnes achetaient moins de produits, de couches alimentaires et de produits d'hygiène. Il y a une chute de 30% d'achats. Donc ça veut bien dire quand même qu'il y a un gros problème de pouvoir d'achat qui a été nié par Emmanuel Macron d'ailleurs depuis plus d'1 an. Alors il y a une loi qui se prépare, un projet de loi pour le pouvoir d'achat. Est-ce que si vous êtes élu député, vous le voterez? Je vais regarder ce qu'il y a dedans. Alors on sait déjà il y a quelques pistes. On pense au chèque alimentation. Est-ce que c'est une bonne pas chose? ça. Moi, je suis plus, comme Mme Cougeot, je suis plus pour l'augmentation des salaires, pour l'augmentation des retraites, qu'il n'y ait pas le SMIC à 1 500 €, qu'il n'y ait pas de retraite inférieure à 1 500 €, que l'allocation adulte handicapé soit à 1 500 € aussi. C'est-à-dire qu'on ait de quoi vivre dignement et qu'on ne soit pas dépendant d'un chèque énergie, d'un chèque alimentation. Et comment on finance ça? Attendez, la France, c'est un des pays les plus riches du monde. Ça veut dire que le travail des ouvriers et des salariés français, c'est cette richesse. La France, c'est ce pays. Il y a une époque, il y a un peu plus de 20 ans, il y avait 2/3 de la richesse produite qui allait au salaire et 1/3 au capital. Aujourd'hui, il y a 1/3 qui va au salaire, globalement, avec les cotisations sociales, qui ne sont pas des charges, mais qui permettent de payer la Sécu, etc. Donc le salaire global, et 2/3 au capital. Il est là le problème. Et donc, il faut qu'à un moment donné, cette richesse qui est captée par le capital soit reprise et redistribuée. Et c'est ce qu'on propose. C'est pour ça que, je vous dis, la loi, on verra ce qu'il y a dedans. Mais si on continue à enrichir les plus riches, et puis c'est la fiscalité qui va payer des chèques pour les plus pauvres, non. C'est que les plus riches doivent être taxés, imposés. On propose des tranches d'imposition qui permettent qu'en dessous de 4 000 €, on paye moins d'impôts, et qu'au-dessus de 4 000 €, progressivement, on paye beaucoup, beaucoup plus d'impôts, de manière à justement avoir de quoi faire cette répartition de richesse. Si on ne fait pas ça, on peut pas s'en sortir, on ne peut pas inventer un autre modèle. Et on ne peut pas s'appuyer sur le modèle actuel, y compris quand les entreprises nous le proposent. C'est vrai qu'on nous dit toujours le boulanger, l'artisan, etc., comment ils vont faire pour... je vous parlais tout à l'heure du prix du blé, c'est de la spéculation. Déjà, on va lutter contre la spéculation. On va combattre cette société où l'argent est roi, et on va proposer mondial, une société où l'humain... Oui, au niveau mondial, mais quand on est indépendant sur certains produits, c'est pas au niveau mondial. On peut maîtriser le prix de ce produit. Il faut que le producteur puisse vivre du produit et on empêche la spéculation. Donc le niveau mondial, c'est la bonne excuse des capitalistes pour pouvoir faire payer toujours plus les plus pauvres et enrichir toujours plus les plus riches. Et voilà, on ne s'appuiera pas sur ce modèle-là. Alors, on a écouté vos propositions. Je vous invite maintenant à écouter celle de la candidate Isabelle Ducœur-Joly pour le parti Reconquête. Alors le pouvoir d'achat, nous on appelle ça plutôt le pouvoir de vivre, devient dégradant pour les citoyens. Elles ont de plus en plus de mal à se nourrir ou pouvoir acheter ce qu'il faut pour les produits essentiels. Et donc le but c'est de faire baisser au moins les impôts et voire supprimer la taxe
de redevances scellées pour pouvoir récupérer un pouvoir de vivre pour eux, quoi. Alors, permettez-moi juste de réagir, puisqu'on est quand même sur le service public. Est-ce que vous êtes pour ou contre la suppression de la redevance télé ? Moi, je suis pour le maintien, moi. Mais je suis pour le maintien parce que c'est gage d'indépendance du service public. C'est comme si on dit moins d'impôts. Ça veut dire moins d'argent pour payer des services publics, même pas seulement celui de la télévision. Et alors que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est plus de services publics, plus proches des gens, avec des compétences pour mettre au service de la population. C'est le patrimoine de notre société, le service public. C'est le patrimoine des plus pauvres. Et non, moi je suis pour qu'on garde la redevance télévision, qu'on exonère ceux qui n'ont pas les moyens de la payer. Évidemment, on va pas leur... Il y a des dispositifs pour ça. Mais que l'on garde l'indépendance du service public de télévision grâce à la redevance, qu'on ne l'oblige pas à être dépendant des sociétés de multinationales, etc. Isabelle Lecoz, le sur service cette public question. est une priorité effectivement pour tous les Français, mais tous les services publics d'ailleurs, aussi bien la santé que les déplacements. Et vous ? Alors moi, je suis pour que les riches payent des impôts, absolument. Et je suis pour que l'argent public aille là où il est utile à la population. Parce qu'aujourd'hui, l'argent public, il ne va pas là où il est utile, dans les services publics utiles à la population, et en particulier à la santé, à l'école, au transport, et parce que ça aussi, c'est un autre sujet. Et nous, est-ce qu'on est utile, nous ? Oui, bien sûr, aussi. Hein. Mais moi, je suis d'abord pour que les riches payent des impôts. Hein. Parce que je ne suis pas pour demander aux plus pauvres de financer ce qui est utile à tout le monde. Je suis pour demander aux riches de payer des impôts. Parce que c'est eux, proportionnellement, qui en payent bien moins que les autres. Et sur la proposition donc, de l'autre candidate, il faut baisser les impôts. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Isabelle Lecoz ? Nous proposons complètement une exonération d'impôts pour les jeunes de moins de 30 ans. Et bien sûr un plafond, puisque les jeunes qui gagnent énormément auront quand même une taxe. Donc pour rendre aussi un pouvoir d'achat pour les jeunes. Alors justement, du pouvoir d'achat à l'emploi, il n'y a qu'un pas. Au Havre, le taux de chômage reste très élevé, plus de 9%. Il est bien supérieur à ceux de nos voisins, c'est nos marins. L'emploi, c'est donc la clé pour améliorer le quotidien de vos concitoyens. Magali Cauchois. Alors moi, je suis pour qu'on partage le travail. Aujourd'hui, les gens qui travaillent, ceux qui travaillent, ils se tuent au boulot. Ils s'épuisent au boulot. Et à l'extérieur, il y a ceux qui n'en peuvent plus de ne pas en trouver. Donc il y a largement de quoi faire travailler tout le monde, avec un vrai travail, avec un vrai salaire. On ne partage pas le salaire, on partage le travail, la charge de travail. Et s'il faut qu'on travaille moins, tant mieux. Et puis qu'on puisse prendre sur les bénéfices de ces grandes entreprises pour pouvoir faire travailler tout le monde. À Renault, aujourd'hui, à Sandouville, les gens qui travaillent s'usent la santé et en même temps, ils sont de moins en moins nombreux pour produire tout autant de voitures. Donc il faut qu'on partage le travail entre tous, qu'on travaille moins, qu'on ait un vrai salaire. Et c'est la seule chose qui pourrait nous protéger de ce fléau qu'est le chômage. Isabelle Lecoz, on parle beaucoup du chômage, mais on voit également que le bâtiment, par exemple, la restauration, manque de bras. On a l'impression des fois qu'il y a un décalage aussi entre les profils des candidats et les emplois. Oui, je pense que ça passe déjà par la formation. Et nous, au Rassemblement national, nous sommes contre le collège unique. Et on aimerait justement que dès le collège, les jeunes soient orientés vers une professionnalisation de certains endroits où ils demandent de la main-d'œuvre. Et aussi valoriser le travail manuel qui a été vraiment pendant des années dégradé. Là, il y a eu une augmentation des apprentis. Oui, ces dernières années, l'apprentissage a pris des couleurs quand même. Mais bon, ça a mis beaucoup de temps. Voilà, exactement. De toute façon, il va falloir faire quelque chose. Il faudrait presque former 1 million de jeunes chaque année. On en est à 700 000 à peu près. Donc, il faut donner le paquet sur l'apprentissage. L'apprentissage, la formation, c'est essentiel, Jean-Paul Lecoq. On le verra peut-être dans ces images, mais on a vu aussi les formations pour devenir technicien, éolienne par exemple. Moi, je suis électricien à la base, donc les emplois manuels, je connais. Mais j'ai fait ma formation au lycée technique. Et je crois aussi à cette formation des lycées techniques et pas uniquement à l'apprentissage. Je pense qu'on est fait pour... On nous dit souvent, on peut changer de métier plein de fois dans notre vie. Moi, j'ai changé de métier plusieurs fois, mais grâce à quoi ? Grâce à la formation que j'ai eue, qui était à la fois technique et généraliste. Donc, qui me donnait les clés pour avoir cette liberté
de passer d'un métier à l'autre. Si je fais que de l'apprentissage et que je n'ai pas la partie généraliste, etc., je pense qu'on me condamne à travailler que sur un métier. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée à 100%. Il y a des gens qui s'épanouissent dans l'apprentissage. Mon fils s'est épanoui dans l'apprentissage quand il a passé son BTS. Mais il y a des gens pour qui le lycée fonctionne bien. Par contre, la question de l'emploi, moi je partage ce qu'a dit Mme Cauchois sur la répartition du temps de travail, le partage. C'est pas la peine d'user les gens avec des jeunes au chômage. C'est pas la peine de vouloir faire travailler les gens jusqu'à 65 ans, voire plus, si on écoute Édouard Philippe, 67, et puis d'avoir des jeunes qui attendent et qui peuvent pas rentrer dans l'emploi, qui subissent une qualité de vie dégradée d'entrer dans la vie. Je pense qu'il faut travailler là-dessus. Mais il y a la question aussi de préserver les emplois, de défendre les emplois. Dans les boîtes où on se retrouve parfois, on défend des emplois parce que la rentabilité, la volonté de faire toujours plus d'argent, pour certains, la variable d'ajustement, c'est toujours l'emploi, c'est toujours les ouvriers qu'on licencie. Sur l'agglomération du Havre, vous l'avez dit, le taux de chômage est élevé. Oui. La question de la transition écologique, vous avez vu le type d'emploi qu'on a sur l'agglomération du Havre ? Une raffinerie, des usines chimiques, etc. Alors, ça veut dire que la transition écologique là-bas, en termes de conséquences sur l'emploi, peut être soit maîtrisée... Justement, la transition écologique, on en parle, c'est la dernière partie de ce débat. Il faut accompagner tous ces changements sur le territoire, notamment sur la 8e. On sait qu'il y a des raffineries. Aujourd'hui, c'est un territoire qui se change avec les éoliennes, par exemple. L'hydrogène qui est dans les cartons. Il faut accentuer, il faut accompagner tout ça. Magali Cauchois. Oui, moi je suis absolument pour les nouvelles technologies, sur une nouvelle façon de produire de l'énergie, etc. Mais moi, ce qui me rend toujours sceptique, c'est qu'en fait, tant que ce sont les capitalistes qui décident de cette transition, tant que c'est le profit qu'il y a derrière, eh ben, je sais qu'on va nous en demander plus, nous faire travailler plus, et nos emplois vont disparaître, se dégrader, etc. Donc le problème, il n'est pas technique. Le problème, il est social. Il est qui dirige la société. Et c'est ça notre problème. Tout notre problème, il est là. Toute la société, elle est gérée pour les intérêts d'une toute petite minorité de gens. L'immense majorité de ceux qui travaillent, qui font tout fonctionner, ils n'ont qu'une seule solution, c'est d'obéir. Moi, je me présente, pas pour être élu député, faire à la place des gens, mais pour faire entendre le camp des travailleurs, de ceux qui travaillent. Et nous, on réclame que les choses, elles partent de ce dont nous, on a besoin, et que la société, elle tourne pour le bien-être de tout le monde. Isabelle Lecaux, sur cette question de la transition énergétique, il faut accompagner les éoliennes. Marine Le Pen, dans sa campagne, était plutôt pour un démantèlement. Oui, plutôt, elle allait pour faire un moratoire, pour voir si vraiment on va continuer sur cette folie d'éoliennes, parce que je crois que c'est un parc de 3000 éoliennes qui vont être bientôt promues. Mais c'est beaucoup d'emplois ici. Alors, c'est beaucoup d'emplois parce qu'on a choisi de faire des éoliennes. Mais je pense qu'on n'a pas choisi, par contre, de développer l'hydrogène. Ça fait plus de 5 ans. La deuxième candidature de Marine Le Pen, il y a 5 ans, elle voulait déjà promouvoir l'hydrogène. C'est en cours, c'est dans les Donc là, oui, mais cartons. on a préféré faire les éoliennes. Donc les éoliennes, tout le monde en veut, mais pas devant chez soi. Parce que ça crée quand même des nuisances visuelles. Donc il fallait peut-être accompagner autrement cette transition d'énergie. Pour donner un petit ordre d'idée, parce qu'à Fécamp, il va y avoir 71 éoliennes en mer, au large, offshore, qui vont produire 500 mégawatts. 71 éoliennes pour 500 mégawatts. Notre réacteur nucléaire, un seul réacteur nucléaire nous fait 900 mégawatts. Je vous laisse... Ça veut dire plus de réacteurs nucléaires, tout ça, finalement. Non, on garde nos réacteurs nucléaires, et puis c'est une énergie décarbonée. On est quand même numéro 1 au niveau nucléaire. Il faut garder cette énergie-là et compléter avec d'autres énergies, le biogaz, le bois. Et maintenant, je pense que le temps passe très très vite. Est-ce qu'il y a un mot, si vous deviez en un mot définir votre priorité si vous êtes élu le 19 juin prochain? Jean-Paul Lecoq. Le monde meilleur est accessible pour tous, à condition que tout le monde s'engage, et les députés et le peuple, pour exiger ce monde meilleur. Pour vous, Magali Cauchois? Moi, je veux faire entendre le camp des travailleurs. Voilà, faire entendre nos revendications. Et parce que les choses, elles viendront de nous-mêmes si on arrive à se battre pour ça. Ça viendra pas tout seul. Isabelle Lecaux. La santé, l'accès aux soins pour tous.
Alors on n'en a pas parlé lors de ce débat, mais forcément ça concerne aussi votre circonscription et c'est votre priorité. Bien sûr, parce que les déserts médicaux, ce n'est pas que dans la ruralité, on s'en aperçoit, même au Havre. Les médecins traitants partent à la retraite et ne sont pas remplacés. Donc les urgences sont saturées. Donc il y a vraiment un gros problème au niveau de l'accès aux soins. Et ça, on s'en aperçoit tous les jours. Merci en tout cas à tous d'avoir débattu sur notre antenne. Ce sera pas la dernière soirée d'ailleurs, avant nos élections législatives, avant le premier tour des législatives le 12 juin prochain. Et bien sûr, France 3 Normandie vous fera vivre ces élections. Il y aura également, après les candidats, il y aura également les citoyens qui auront la parole lors d'un débat citoyen très prochainement. Merci à tous, excellente soirée. Et on se retrouve bientôt.